Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et jusqu'à 14h, nous sommes avec Guillaume Bernard, politologue et historien du droit, enseignant et maître de conférences à l'ICES, mais aussi penseur précoce de l'Union des droites. Bonjour Monsieur Bernard. Bonjour. Alors Guillaume Bernard, effectivement l'Union des droites, on ne peut pas dire qu'elle se porte magnifiquement. Hein. Ah, c'est le moins qu'on puisse dire. C'est les soins palliatifs là. Exactement. Alors cela dit, je crois qu'il peut y avoir une petite distinction à établir. J'espère ne pas perdre d'auditeurs en disant cela. Une différence à faire entre l'Union des droites, c'est-à-dire des alliances entre des appareils, ce qui à mon sens n'arrivera vraisemblablement jamais pour plein de raisons historiques et psychologiques, et l'unité de la droite, c'est-à-dire la recomposition du spectre politique sur la droite par la convergence, par l'association de personnalités qui pensent de la même manière, mais qui, pour des raisons personnelles, géographiques, etc., ont été amenés à appartenir jusqu'à présent à des partis différents. Voilà. Il est bien évident que si, je dirais, une alliance électorale telle que Mélenchon a réussi à la faire à gauche, eh bien, la droite n'arrivera vraisemblablement jamais à la faire si on reste dans la situation actuelle, c'est-à-dire des boutiques, des partis, des organisations qui sont concurrentes. Il faut qu'il y ait une recomposition, mais par la base, par des personnalités au niveau local et sûrement pas par des alliances appareils qui n'ont jamais eu lieu jusqu'à présent et qui n'auront jamais lieu à l'avenir. Oui, alors justement, mais Mélenchon a réussi son mini-programme commun. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont maître Mitterrand, il l'a copié en 15 jours, ce que l'autre avait fait en 10 ans. Bon, ce n'est pas du tout la même proportion, comparaison n'est pas raison. Oui. Mais quand même, il a réussi à ramener les autres partis en capilotage. Il faut bien dire que lui, au présidentiel, il était à 19-20, alors que les autres étaient... voilà. On sait où. C'est le rapport de force qui a permis à Mélenchon de faire cela, c'est-à-dire qu'il était tellement devant les autres que il y avait un vrai risque que les Verts, le Parti socialiste, le Parti communiste n'arrivent pas à obtenir en se présentant seul un certain nombre de députés. Or, l'existence d'un parti dépend effectivement de la présence à l'Assemblée nationale, des financements publics par le nombre de voix obtenues au premier tour des élections législatives. Je crois. Exactement. Et donc par conséquent, il a réussi à leur imposer ça. Cela dit, il faut quand même un tout petit peu relativiser la victoire quand même, ne serait-ce que symbolique de Jean-Luc Mélenchon, ça il ne faut pas la nier, mais il faut la relativiser. La première des choses, c'est que je crois qu'il y a des divergences très profondes entre les différentes composantes de la NUPS. C'est-à-dire que, ne serait-ce que prenez la question européenne, entre Europe Écologie Les Verts, qui est très pro-européen, et LFI, et qui est plutôt eurosceptique, il y a évidemment des divergences. Mais pensons, il y a d'autres sujets également, et au sein même de LFI, il y a des divergences entre ceux qui sont, allez, je vais dire, en prenant des précautions LGBT friendly, et de l'autre côté ceux qui ont basculé dans le communautarisme, voire l'indigénisme, l'islamo-gauchisme. Allez, je suis dans l'émission de Berkov, donc je peux dire les choses clairement. Entre donc les LGBT friendly et l'islamo-gauchisme, il est clair qu'il y a des divergences profondes, et que aujourd'hui, la personnalité, la carrure, la force intellectuelle et oratoire de Jean-Luc Mélenchon permet de maintenir une unité. Je crois que ce cartel électoral est incapable de gouverner ensemble. Et simplement, ils ont réussi, effectivement, ce coup de maître d'arriver en tête, ou du moins à coude avec le parti macronien. Et vous disiez, Guillaume Bernard, quand même qu'il faut relativiser cette victoire, qui est une vraie victoire. Il faut rester objectif quand même, sinon ça sert à quoi? Vous disiez que quand même par rapport au présidentiel, si vous ajoutez les chiffres de Parti communiste, Parti socialiste et les Verts et Mélenchon... Ça arrive à 30%, et là on est à 26%. Donc il y a effectivement une déperdition d'autant plus grande que la participation a été de 25 points inférieure entre la présidentielle et les législatives, et que donc en nombre de voix, c'est évidemment en nombre d'électeurs inscrits qui ont effectivement voté pour cette alliance, c'est bien inférieur. Cela dit, les pourcentages comptent, les représentations symboliques comptent, les rapports de force politiques comptent. Par rapport
à 2017 et aux législatives, la gauche est en progression de 4 à 5 points, mais par rapport à la présidentielle, donc d'il y a 2 mois maintenant, la gauche est plutôt en recul. Donc vous voyez, c'est très, c'est très ambivalent. Mais justement, il ne faut pas nier la très belle réussite de l'opération politique de Jean-Luc Mélenchon. Bien sûr. Qui a quand même fait ce que personne ne pensait il y a 3 mois qu'il pourrait faire. Mais je voudrais parler de la déperdition, Guillaume Bernard, justement, l'abstention. De quoi cette abstention aujourd'hui est-elle le nom pour vous ? Alors, il y a plusieurs éléments. D'abord, il y a ce qu'on appelle l'abstention structurelle. Tous les politologues, tous les sondeurs le savent. Il y a un certain nombre de personnes qui ne vont pas voter parce qu'elles ne peuvent pas voter. Elles ne sont pas inscrites sur les bonnes listes électorales, elles ont déménagé, elles n'ont pas eu le temps de donner une procuration parce qu'elles vont travailler. Voilà, ça, on considère que c'est environ 10%, non pas 10% du corps électoral, mais 10% de l'abstention qui se fait. Voilà. Donc hier, environ 5%. Après, il y a tous ceux qui considèrent que l'élection présidentielle a plié le match. C'est-à-dire que, à tort ou à raison, plutôt à tort à mon avis, mais ça n'empêche qu'ils considèrent que les choix politiques pour les 5 années qui suivent a été fait à la présidentielle et que donc ils n'ont pas besoin de se déplacer. C'est ce qui conduit généralement à ce qu'on appelle le phénomène majoritaire. Un président nouvellement élu obtient une majorité parlementaire. Pourquoi ? Parce que les électeurs des camps qui ont perdu la présidentielle se démobilisent. Et donc, effectivement, il y a une démobilisation de ces électeurs-là. Et puis, mais ça, on ne peut évidemment pas l'oublier, parce que ça n'est pas suffisant pour expliquer que la moitié des Français n'aillent pas voter aux législatives. C'est tout simplement le fait qu'il y a une défiance vis-à-vis des partis politiques. Je crois qu'il ne faut quand même pas oublier que nous avons eu, sous le premier quinquennat Macron, un phénomène social d'ampleur extrêmement important qui s'appelle les Gilets jaunes, et que ces Gilets jaunes, ils sont nés hors parti et hors syndicat, ce qui est un événement extrêmement important. Jusqu'à présent, on avait toujours des groupes de pression qui réussissaient, ou des organisations qui réussissaient à canaliser la contestation. Là, on a eu un mouvement, alors après, qui s'est, je dirais, perdu lui-même lorsqu'il a dégénéré dans une certaine violence à certains endroits de France, mais en tout cas, il est né des réseaux sociaux, de la France profonde et hors parti, hors syndicat. Eh bien, tout simplement, vous avez quand même un certain nombre d'électeurs qui ont une défiance vis-à-vis des partis politiques qui est telle que, hormis, je dirais, les situations où il peut y avoir des candidats sans étiquette ou des personnalités qui peuvent les intéresser, ils refusent tout simplement d'aller se prononcer en faveur des organisations partisanes. Et vous dites que ce courant, ce que vous décrivez là, Guillaume Bernard, c'est un courant, je dirais, dans l'abstentionnisme non négligeable. Absolument. Ah oui, incontestablement, puisque regardez, même une personnalité, alors après on la trouve plus ou moins sympathique, moi j'avoue que je la trouve assez sympathique, un homme comme Francis Lalanne, il est l'une des figures l'une des figures médiatiques qui a soutenu le mouvement des Gilets jaunes, et pour autant il fait un score misérable, il fait environ 2%. Donc si vous voulez, je crois que il y a une distorsion, non seulement entre ceux qui votent, c'est-à-dire entre ceux qui vont voter pour la grande coalition macronienne et ceux qui décident de voter pour les extrêmes, mais il y a une autre distorsion qu'il ne faut pas oublier entre ceux qui vont voter, y compris pour les extrêmes, et ceux qui ne vont plus voter du tout, y compris pour des partis extrémistes ou des partis radicaux, des partis contestataires. Ce qui signifie que les partis radicaux apparaissent comme étant finalement dans le système, bien qu'ils se prétendent anti-système. Et donc là, il y a une vraie... C'est le paradoxe qui est vraiment intéressant. Absolument. Et ça veut dire qu'il n'y a pas qu'une crise de représentation politique, il y a aussi une crise de régime qui est sous-jacente et qui pourrait peut-être arriver un jour. C'est-à-dire que si ça se passe pas dans les urnes, ça peut se passer ailleurs. Exactement. Et justement, de ce point de vue-là, ça entraîne quand même un certain nombre de changements, de paradigme et de paysage qu'on va aborder juste après cela. Toujours avec vous, Guillaume Bernard. Restez avec nous, auditeurs de Sud Radio. On va analyser en profondeur ce qui s'est passé hier et qui peut se passer, qui risque de se passer dimanche prochain. Et votre avis compte, vous nous appelez au 0826 300 300. Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Eh bien,
On l'est tous, hein, dans tous nos États, n'exagérons rien, mais quand même. Alors justement, on est avec Guillaume Bernard, qui est politologue et historien du droit, et on est en train de décrypter effectivement ce qui se passe, et au-delà des résultats de dimanche dernier, ce qui se passe dans le paysage politique français, qui est quand même très agité en ce moment, c'est le moins que l'on puisse dire. Alors Guillaume Bernard, écoutez ce que disait, c'est très intéressant. Donc hier, Olivia Grégoire, porte-parole, disait ceci, écoutez. NUPES, cet ensemble hétéroclite, cette pétaudière en réalité avec des objectifs très différents, on est aux alentours de 25%, donc ça n'est pas une écrasante victoire du tout de la coalition de gauche. On a aujourd'hui un illusionniste en face de nous, Jean-Luc au pays des merveilles, qui dépense, qui fait des promesses dans le vent et qui mettra la France au banc des pays au plan économique en Europe dans les prochains mois. Alors, effectivement, donc on se dit, là, surtout, attention, pas une voix, effectivement, attention, NUPES, NUPS, c'est l'antéchrist et c'est le monstre du Loch Ness. Mais la même Olivia Grégoire dit aussi, écoutez... Nous avons effectivement une cinquantaine de duels, NUPES, RN, 58 pour être précis. Moi je veux bien qu'on commande 10% de l'image, mais ça n'est pas l'image. Dans ces cas précis, RN, NUPES, soyons très clairs, pas une seule voix pour le Rassemblement national. Pas une seule voix pour le Rassemblement national, c'est la position de la majorité présidentielle. Alors intéressant, c'est-à-dire que d'un côté, effectivement, la NUPES, ça va être terrifiant, ça va amener la France à la faillite, au déclin, à tout. Et s'il y a des duels RN, UPES, eh ben il y a pire que pour Olivia Grégoire et La République En Marche, il y a pire que le NUPES, le RN. Alors le RN, je ne sais pas si l'UPES est un monstre, le RN, je ne sais pas ce que c'est Satan en personne. C'est intéressant comme réaction. Guillaume Bernard. C'est vraiment, alors là pour le coup, les vieilles recettes politiciennes qui sont remises au goût du jour avec des étiquettes différentes. C'est-à-dire que c'est le Front républicain qui n'ose pas dire son nom, et on est plutôt aujourd'hui ici dans le nini de Sarkozy que dans le cordon sanitaire stricto sensu. Il n'empêche que ça révèle une chose qui est très importante. C'est que en fait, il y a un continuum idéologique entre la grande coalition macronienne et sinon la totalité de NUPES, ou moins une partie de NUPES. Et on sait bien que il y a, ça, ce que Olivia Grégoire a dit, c'est parfaitement exact, des divergences idéologiques au sein de NUPES, au sein de ce cartel électoral qui a réussi son coup, mais qui n'a pas vraiment de réserve de voix au deuxième tour, et je dirais, et la Macronie. C'est-à-dire qu'il y a des différences de degré, non pas des différences de nature. Alors que c'est vrai, l'incapacité du camp national à droite à faire son unité, eh bien, elle vient du fait qu'effectivement, entre les différentes familles politiques de la droite, il peut y avoir des divergences très profondes et de nature idéologique, qui expliquent bien que nous soyons dans cette situation-là. LREM, d'une certaine manière, ou Renaissance, comme il faut dire maintenant, eh bien, reprend dans le fond la même position que Jean-Luc Mélenchon lors du deuxième tour de la présidentielle, en disant, voilà, il n'appelle pas à voter explicitement. Pas une voix pour Madame Le Pen. Pas une voix pour Madame Le Pen. C'est le même mécanisme qui est ici retransmis. Je ne suis pas certain que cela favorise l'implication, je dirais, des électeurs dans les élections, parce que on peut pas pendant des semaines expliquer qu'il y a un grand méchant loup et ensuite vouloir quand même préférer sa victoire à celle d'un autre. Il y a plein d'attitudes politiques différentes. Il y a l'abstention, il y a le vote blanc, voilà, qui aurait pu être ni l'un ni l'autre, et qui aurait pu être invoqué, laissé gagner. C'est ce qu'a fait le NUPES pour Renaissance, c'est ce que fait le Renaissance pour le NUPES. Mais voilà, alors, exactement. Où en est-on arrivé? Alors, vous vous rappelez quand même, Guillaume Bernard, que pendant quelques mois, alors, où en est-on arrivé sur le fait, c'est intéressant, parce qu'on disait, regardez l'enthousiasme, vous parlez par exemple de Reconquête avec Zemmour.
On parlait effectivement de Marine Le Pen, du Rassemblement national. On a vu la guerre picrocolline et fratricide des deux qui se sont échangés pendant tout le temps des noms d'oiseaux. Exactement. Et donc, et avec le résultat que l'on sait, en tout cas pour le Reconquête, pour le moment, évidemment, vous allez me dire, ça fait 6 mois qu'ils existent, on ne sait pas, enfin pas un seul député. Et pour Rassemblement national, en revanche, effectivement, la promesse d'un groupe, mais pas plus que ça, pas la conquise du pouvoir. Et pas 60 députés, encore que on verra bien ce qui se passera dimanche prochain, mais on commence à vraiment peser à l'Assemblée nationale lorsque l'on a 58 députés, c'est-à-dire lorsque l'on peut déposer une motion de censure à soi tout seul, sans trouver d'autres membres, d'autres groupes, et quand on a 60 députés, c'est-à-dire quand on peut saisir le Conseil constitutionnel pour faire vérifier la constitutionnalité d'une loi. Or ça, ce chiffre-là, il est vraisemblable que le Rassemblement national ne l'atteindra pas. Ils auront le groupe. Le groupe, c'est combien ? Ils auront le groupe. Et je tiens quand même à souligner le fait que à lui tout seul, ils font 19%, ce qui est tout de même un assez joli score, parce qu'en règle générale, entre la présidentielle et les législatives, il y a une déperdition d'un tiers, je dirais, de leur pourcentage obtenu, tandis que là, c'est moins d'un quart. Dans le fond, le Rassemblement national résiste assez bien et fait une assez belle performance aux législatives, contrairement à ce qui se passait dans les années antérieures. Et il faut bien le dire, là, ils ont assez clairement plié le match avec Reconquête. Ça ne veut pas dire que Reconquête ne réapparaîtra pas, notamment lors des européennes de 2024. Non, mais pour l'instant, en tout cas, il est clair que le refus d'alliance de Marine Le Pen a été efficace pour imposer son hégémonie sur la droite du spectre politique. Donc, ils auront vraisemblablement un groupe, mais les 58 ou 60 députés, c'est très important. A priori, non. Il faut combien de députés pour un groupe? Il faut 15 députés maintenant, ce qui est très peu, hein, évidemment, parce que ça a été abaissé tout au long des années 80 et 90. Le chiffre a été abaissé pour permettre au Parti communiste qui voyait son nombre d'élus réduit comme peau de chagrin, évidemment, continuer à pouvoir avoir un groupe, d'où les assistants de groupe, d'où la participation à un certain nombre de commissions. Et donc aujourd'hui, c'est 15 députés, ce qui n'est objectivement pas grand-chose sur 577. Alors, parlons des Républicains quand même, Guillaume Bernard. Intéressant parce que justement, et parlons des Républicains en parlant par exemple de Julien Aubert, qui tenait une ligne souverainiste chez les Républicains, lui comme Ciotti et d'autres. Mais Ciotti, est en bonne position, mais Julien Aubert a été éliminé dès le premier tour, alors qu'il était un député reconnu, etc. Est-ce que c'est la fin de LR ou est-ce que c'est une défaite pour les souverainistes? Parce qu'il y a vraiment là-dedans quelque chose où c'est deux choses différentes. Non, je crois que ce sont deux choses différentes. Je crois que LR n'est pas à enterrer immédiatement pour une raison simple, c'est qu'ils ont gagné, alors avec un immense taux d'abstention, mais ils ont quand même gagné les élections locales de 2020 et de 2021. Or, ces élections locales sont reportées, parce qu'elles devaient tomber en même temps que la présidentielle de 2027, elles sont reportées à 2028. Donc ça veut dire que LR, qui a quand même un assez grand nombre d'élus locaux, va continuer à pouvoir exister. Et mine de rien, le score qu'ils ont fait là de 13% hier, c'est un score qui est assez honorable parce que certes, ils ont perdu 7%, ils avaient fait 21% en 2017, mais ils ont fait le triple de ce que Valérie Pécresse a fait à la présidentielle. Non pas en nombre de voix, je dis bien en pourcentage. Ça montre qu'un parti politique qui a un enracinement, qui a des personnalités, qui a des personnes visibles, peut continuer à exister. Alors attention, ça ne veut pas dire que LR, si ce parti est encore une fois absent du second tour de la présidentielle, la prochaine fois en 2027, qu'ils vont continuer à exister, sans doute pas. Mais ils vont pouvoir persister. Et ils vont se retrouver... locale est là. Voilà. Et ils vont se retrouver dans une situation extrêmement délicate pour eux, qui va être une croisée des chemins, si jamais Emmanuel Macron n'a pas une majorité absolue, c'est-à-dire s'il n'a pas, dimanche prochain, 289 députés, ce qui est possible. Alors, il est bien évident que la NUPS n'aura pas 289 députés, c'est clair, je suis au regret de le dire pour les auditeurs qui aimeraient peut-être cela, mais... que Mélenchon ne soit pas majoritaire, ça c'est quasiment certain. En revanche, que Macron n'ait pas la majorité à lui tout seul, la majorité absolue à lui tout seul, avec sa coalition Horizon, etc. Il lui faudra les Républicains. Il aura besoin de supplétifs. Alors, il pourra peut-être les trouver chez quelques élus de gauche, un peu indépendants, voire certains élus de la NUPS, qui sont quand même plutôt sociodémocrates. Succombent à la tentation aussi. Et puis évidemment, chez LR. Et alors c'est là que la question va se poser. Est-ce que LR va imploser
ou non, c'est-à-dire est-ce qu'ils vont se rallier à la grande coalition macronienne, ou est-ce qu'ils vont tenter de continuer à exister par eux-mêmes et peut-être, pourquoi pas, essayer de se droitiser et donc d'essayer de ratisser l'électorat qui est parti chez Éric Zemmour et Reconquête. Le cas de Julien Aubert est intéressant, mais je crois qu'il n'est pas représentatif. Je crains que ça ne soit plus lui, dans le cadre de sa circonscription du Vaucluse, qui ait subi, je dirais, une défaite personnelle, que la ligne qu'il incarnait, qui a été rejetée par les électeurs de LR, parce que par ailleurs, il y a tout un ensemble d'autres personnalités de LR. Alors, certes, Laurent Wauquiez n'était pas candidat aux législatives, mais qui représente effectivement cette tendance-là. Et on peut penser que l'équipe Wauquiez, Ciotti, Lisnard, etc., vont essayer sans doute de maintenir l'existence de LR avec un positionnement plutôt droitier. Voilà. Eh ben, écoutez, on verra ça effectivement, notamment dimanche prochain. Et puis on verra ça dès tout de suite avec Guillaume Bernard et les auditeurs de Sud Radio. Et vous avez une demi-heure pour nous appeler au 0826 300 300 pour débriefer ces législatives. À tout de suite. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes tout de suite avec Chantal qui nous appelle de Bastia. Bonjour Chantal. Bonjour Chantal. Bonjour André, vous allez bien? Très bien. Est-ce que vous avez voté, Chantal, ou vous êtes abstenu? Ah non, moi je vote toujours. Ah, c'est bien. Moi je pars d'un principe que ma voix, je ne la donne, je ne permets à personne de voter à ma place. C'est une très bonne attitude, Chantal. Alors, donc partant de là, je vais voter, même si le choix est de plus en plus restreint que je ne sais. Bon, alors en Corse, nous c'est un peu particulier parce que on a le parti nationaliste qui rentre en jeu. Ouais. Mais bon, on va plutôt faire une analyse. Non, tout à fait. Alors dites-nous ce que vous avez ressenti. Allez-y. Voilà. Ouais. Alors bon, que Macron et que la NUP se soient au coude à coude et que d'ailleurs le RN est quand même derrière, mais a fait un score assez important. On sait que les abstentionnistes, on sait qu'au législatif, il y en a toujours plus qu'au présidentiel. Moi déjà, ça m'inquiète qu'au présidentiel, il y ait de plus en plus d'abstentionnistes, alors que on tournait autour de 85-87%, je parle au niveau national, des élections présidentielles. Donc du moment que les présidentielles baissent, on pensait bien que les législatives, il y aurait encore plus d'abstention. C'est sûr. Bon. Là, je viens d'entendre l'extrait de comment elle s'appelle, Olivia Grégoire. Olivia Grégoire, oui. Bon. En disant, il faut alors Mélenchon et le diable, mais enfin, apparemment, alors, je ne sais pas ce qu'il y a au-dessus du diable, parce qu'apparemment, le RN est encore au-dessus. Ouais. Donc, quelque part, c'est, au pire, vous votez la NUPS, puis, ça va être une catastrophe, mais après tout, par rapport au RN, alors qu'on les a jamais essayés. Bref, je trouve ça un peu fort de café. En revanche, je crois que les gens n'ont pas bien compris, et j'aurais voulu savoir votre invité qui me rafraîchisse la mémoire. Oui. Parce qu'en fait, quand on parlait de 12,5%, c'était d'inscrits et non pas de votants. Et je ne sais plus à quelle période avait été changée cette loi par rapport aux législatives. Ah, vous voulez dire, on se maintenait à quel niveau, c'est ça? C'est-à-dire que maintenant, il faut représenter 12,5% des inscrits pour être au deuxième tour. Oui. Mais il me semble pas, ou alors j'ai fait peut-être une erreur, il me semble que justement que cette loi-là, ces critères-là, avaient été changés et imposés donc dans cette forme-là, mais je ne sais plus quand. Alors Guillaume Bernard. Eh bien écoutez, vous me posez une vraie colle. Simplement, il faut bien comprendre que dans une législative, il y aura 2 candidats au deuxième tour. Si jamais l'un des deux ou même les deux n'ont pas fait 12,5 des inscrits, ils seront quand même. C'est pour candidat. En revanche, 12,5 des inscrits, c'est pour permettre à quelqu'un qui arriverait en 3e position ou voire en 4e position, s'il y a un haut niveau de participation, de pouvoir se maintenir même s'il n'est pas dans les 2 premiers. C'est-à-dire que les 2 premiers sont de toute façon au deuxième tour et il peut y avoir
une triangulaire, voire une quadrangulaire. Il va y en avoir une petite dizaine dimanche prochain, parce que le troisième candidat a obtenu 12,5 au minimum 12,5 des inscrits. Sincèrement, je ne peux pas vous répondre sur le fait de savoir quand est-ce que cette règle a été établie dans le cadre de la Ve République, mais il me semble qu'elle est assez ancienne tout de même. Assez ancienne tout de même. En revanche, par exemple, ça avait été modifié pour les cantonales au début des années 2000. Il fallait 10% des exprimés et ensuite on est passé à 12,5 des inscrits. Voilà, on a renforcé la règle. Mais il est certain que le mode de scrutin a des conséquences sur la représentation politique. Moi, je ne suis pas certain que le fait d'utiliser, parce que beaucoup de gens parlent de la proportionnelle, moi je ne suis pas fanatique de ce mode de scrutin parce que en fait il donne tout pouvoir aux partis politiques pour désigner les candidats et pour dire qui sera élu. C'est ce qu'ils font en ce moment, Guillaume Bernard. Oui, mais il y a le risque effectivement que dans des circonscriptions, ceux qu'ils désignent comme candidats n'est pas élu. Attendez, alors, pardon, mais c'est une discussion intéressante. Oui. Quand même, vous savez très très bien, il y a quand même un problème. Moi, je vais vous proposer autre chose. Alors vous allez me dire, non, parce que quand je vois que les partis font 11 millions et sont représentés par 10 députés mais alors ça, au vous avez Parlement, parfaitement raison. Il y a quand même un problème. Absolument. Mais il y a un autre mode de scrutin qui a été éliminé en France alors que c'est un des modes de scrutin les plus pratiqués dans le monde. Michel Debré y était favorable et moi aussi. Maintenant, je suis tout seul à être favorable à cela. C'est le mode de scrutin majoritaire à un tour, c'est-à-dire est élu celui qui arrive en tête. Ça oblige la clarification politique, c'est-à-dire que ça oblige les camps politiques à se rassembler, ça les oblige à trouver des accords, à se répartir les circonscriptions et par conséquent, effectivement, si vous appliquiez le mode de scrutin majoritaire à un tour, vous auriez une assemblée aujourd'hui qui serait élue et vous auriez effectivement de très nombreux élus RN et de très nombreux élus NUPS qui correspondent effectivement à leur poids dans l'opinion publique, alors que vraisemblablement, effectivement, par exemple, LR qui n'a fait que 13% risque d'avoir entre 50 et 80 députés, alors que le RN qui a fait 19%, ce qui est un très bon score pour lui à des législatives, et qu'il est tout seul, c'est-à-dire qu'il n'est pas dans une coalition, et bien lui il risque de n'avoir qu'entre 20 et 40. Et donc effectivement il y a une distorsion de la représentation politique à cause du mode de scrutin. Simplement, je ne crois pas que la proportionnelle, mais c'est un avis très personnel, soit la panacée pour obtenir une représentativité. Vous vouliez ajouter quelque chose ? Oui, je voulais dire, en plus, si ça ne se faisait qu'un tour, on ferait des économies du deuxième tour, puisque ça coûte quand même très cher, les élections. Bien sûr. Donc ça serait tout bénéfice, quoi, parce que c'est vrai que ce que propose votre invité, la proportionnelle, c'est vrai que c'est compliqué, mais le fait qu'il n'y ait qu'un tour et ce que propose votre invité, il est dommage que plus personne ne le propose. Ça, écoutez, il faudrait qu'il soit au pouvoir. On va proposer Guillaume Bernard au ministère de l'Intérieur. Voilà. Merci Chantal pour votre appel. Nous sommes avec Claude maintenant qui nous appelle de Perpignan. Bonjour Claude. Oui, bonjour Claude. Bonjour André Berkoff, bonjour à votre invité, bonjour à toute votre équipe, et merci pour vos émissions. Bon, moi je vous appelle parce que en positionnement, moi je votais républicain de 2007 à 2017, etc. Oui. Donc je me situe un peu, je suis plutôt du côté droit. Non, j'entendais ce matin, mais je fais partie des gens qui pensent que maintenant il faut quand même donner un petit peu une espèce de leçon à Macron qui use et abuse en fait, parce que il a choisi son opposition au premier tour pour être sûr de passer à la présidentielle, et puis là maintenant, quand il y a des duels NUPES-RN, il veut choisir son opposition pour etc. Donc ça c'est ça qui me convient pas du tout en fait. Moi je trouve simplement que effectivement c'est le cas des duels NUPES-RN qui me préoccupe, parce que en fait qu'est-ce qu'elle a dit Madame Borne? Elle a dit qu'il faut choisir. Elle a dit à mot couvert, elle a donné une longue liste des choses qui sont pas dirimantes dans NUPES, et ces choses-là en fait ça nous promet quand même en fait les discours anti-police, ça nous promet la GPA, ça nous promet le wokisme, ça nous promet l'écriture inclusive, ça nous promet tout ce qu'on a détesté dans les endroits où Macron voulait tirer la société plus vite qu'elle n'est capable et qu'elle n'a envie d'y aller. Et je trouve que c'est certainement pas la solution.
assez. En tout cas, ce que je souhaite, c'est qu'on ne donne pas en plus à Macron le Parlement qu'il souhaite. Voilà, c'est tout. Alors, est-ce qu'on va donner, Guillaume Bernard, à Macron le Parlement qu'il souhaite? On n'en sait rien pour le moment, mais... Mais ce que dit notre auditeur est absolument passionnant, parce qu'il met le doigt sur une chose, je crois qu'on a évoqué en quelques mots tout à l'heure, mais qui mérite qu'on y insiste, c'est qu'il y a un continuum idéologique sur tout un ensemble de questions entre la NUP et LREM et Renaissance. C'est-à-dire bien tout simplement ce que l'on pourrait appeler le libéralisme culturel. Tout ce qui est, je dirais, dans le domaine sociétal, comme on dit, par opposition au social. S'il y a une opposition sur les questions sociales, ça c'est certain, il y a en revanche effectivement une convergence d'idées très claire, en particulier avec les sociodémocrates issus du Parti socialiste et les Verts, et l'immense majorité des Verts, entre, je dirais, eux et le macronisme, alors qu'effectivement, je dirais, la France est tout de même, lorsque l'on interroge les Français en aveugle, c'est-à-dire lorsqu'on ne leur met pas une étiquette politique sur telle ou telle proposition, la France est à droite. C'est-à-dire toutes les propositions, je dirais, conservatrices, même parfois un peu réactionnaires, mais c'est-à-dire la préférence nationale, la régulation de l'immigration, l'autorité de l'État en matière de sécurité, les libertés économiques, toutes ces, tous ces items de droite sont majoritaires lorsqu'on interroge les Français sans que ces items soient marqués d'un parti politique. Et pourtant, eh bien effectivement, on risque d'avoir un Macron qui va arriver avec un deuxième mandat à faire passer des mesures libérales économiques avec des élus LR en supplétif et les mesures libérales sociétales avec des élus de la NUPS ou de gauche sans étiquette comme supplétifs sur ces mesures-là. C'est la grande coalition, droite-gauche modérée. C'est très intéressant. Simplement, ça aboutit à quoi? Oui, mais c'est là où les notions de droite ou de gauche n'ont plus de sens. Alors, elles n'ont plus de sens au regard du clivage que la droite et la gauche représentaient jusque dans les années 70. Voilà. Ça, c'est parfaitement exact. Simplement, c'est un outil de classification. Oui, et effectivement, le critère du clivage n'est plus aujourd'hui ce qu'était le critère du clivage dans les années 70 avec le programme commun de la gauche, avec Mitterrand qui a siphonné le Parti communiste, etc. Et à mon sens, le critère du clivage aujourd'hui, c'est quelle est la définition, alors c'est un peu un télo, mais je vous promets que je vais ensuite le traduire concrètement, quelle est la définition des corps sociaux? Est-ce que la famille, est-ce que l'entreprise, est-ce que la nation, est-ce que l'Europe, ce sont des constructions artificielles, simplement une rencontre de volonté sur des principes abstraits, ou est-ce que c'est véritablement des corps sociaux qui sont inscrits dans l'histoire, dans un ordre cosmologique des choses, etc. Autrement dit, il y a une vraie césure, et cette césure, en fait, elle passe au sein de l'espace politique de la droite. Et c'est ce qui fait que je pense que Macron, même s'il prend des mesures libérales économiquement parlant, il n'est pas philosophiquement de droite, il est philosophiquement véritablement de gauche. Je vous rappelle que Jacques Julliard, je conseille aux auditeurs la lecture de la gauche de Jacques Julliard, il y a 4 familles politiques de la gauche, il y en a grosso modo 3 qu'on retrouve... On va pas faire l'inventaire. Promis, qu'on retrouve à la NUPS, et la famille libérale de gauche, mais je crois que si on continue de parler comme ça, à mon sens, on se trompe vraiment de stratégie. Vous savez pourquoi? Vous allez dire, ah oui, Macron en fait est de gauche. Pour tous les gens qui sont, et des millions de gens qui sont NUPS ou etc. Absolument, pour ils vont hurler de rire. Ça n'a pas de sens. Donc il faut, moi je crois vraiment, il faut casser ces notions-là et vraiment travailler chez les corps sociaux, vous avez tout à fait raison, mais travailler là-dessus, parce que sinon, ça va rester, ah oui, toi t'es de droite, toi t'es de gauche, absolument, etc. et ça sera Et je dirais que ça a été l'erreur de Zemmour d'avoir fait uniquement de parler de la droite, et je vais me caser à droite, et je vais prendre Ciotti et compagnie. Il y a deux erreurs. Juste une parenthèse sur Zemmour, et ensuite je rebondis sur ce que vous venez de dire, je suis parfaitement d'accord. La double erreur de Zemmour, c'est effectivement ce que vous venez de dire, plus le fait qu'il a été obsédé par le fait de vouloir remplacer Marine Le Pen, ce qu'il aurait pu d'ailleurs faire, mais au lieu de chercher à
radicaliser l'électorat filloniste de 2017. C'est-à-dire qu'il avait un espace politique, et d'ailleurs les résultats qu'il fait dans le 16e, à Neuilly, à Versailles, etc., montrent, ou à Saint-Tropez, je vous signale qu'il est en tête à Saint-Tropez, il a plus de 30%, tandis que Marine Le Pen, elle, est effectivement en tête à Hénin-Beaumont. On a deux électorats complémentaires qu'ils n'ont pas été capables de rassembler. Bon, c'est clair. Voilà. Et donc, effectivement, l'obsession de remplacer Marine Le Pen, au lieu d'occuper l'espace politique de la droite et de la radicaliser, et ça a été sa deuxième erreur. Augustin. Claude, vous êtes toujours avec nous ? Oui, toujours. Bon, bah, vous avez gagné une montre. C'est gentil. Alors, c'est toujours ça. Vous avez gagné l'Ice Solar Power d'Ice Watch que Sud Radio vous fait gagner. Voilà, donc pour la fête des pères ce dimanche. Ça nous fait très plaisir de vous l'offrir, Claude. Merci beaucoup. Et, en tout cas, moi, je retiens un terme de Marine. Il faut pas de Marine Le Pen, de Marine tout court. Il faut mettre la barre à tribord quand même. Absolument. Et cette montre qui puise d'ailleurs son énergie dans la lumière naturelle et artificielle. On se retrouve dans un instant avec vos appels au 0826 300 300 et Guillaume Bernard. Merci Claude. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous partons tout de suite à Agen avec Patrice qui nous appelle. Bonjour Patrice. Bonjour Patrice. Oui, bonjour André. Bonjour Monsieur Berkov, oui. Bonjour à votre invité. Merci. Oui, Bonjour. On vous écoute, Patrice. Voilà. Ouais. Non, je voulais simplement revenir sur les sondages. Ouais. Effectivement, les sondages. Effectivement, moi je trouve ça totalement scandaleux qu'on nous inonde de sondages du matin au soir, sur toutes les chaînes, à la radio, tout le temps. Je ne comprends pas que ça ne soit pas totalement interdit. Enfin, du moins plusieurs mois avant les élections ou des élections principales. Voilà. Oui, c'est une discussion qu'on a souvent. Moi, je ne suis pas contre les sondages, pas du tout, mais je pense qu'il faudrait les interdire à un moment donné, avant les élections. Et je voudrais avoir d'ailleurs l'avis de Guillaume Bernard. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, les politologues, ils sont très pro-sondage en général. Oui, malheureusement. Alors, malheureusement pour vous, je suis pas sûr de converger totalement avec vous. Oui. Pourquoi? Parce qu'un sondage, ça n'est qu'un instrument. Le problème, c'est effectivement lorsque l'on absolutise ce qui n'est qu'un thermomètre qui permet à un moment donné de mesurer des rapports de force. Alors là où je converge avec vous, c'est il y a des marges d'erreur. Et il faut toujours en parler. Je suis scandalisé lorsque, effectivement, on nous explique que X passe devant Y parce qu'il obtient 0,5% de plus dans le sondage que quelqu'un d'autre. Ça, c'est absolument ridicule parce qu'en règle générale, dans les marges d'erreur, ils sont dans les marges d'erreur et donc en fait, on ne sait pas qui est devant l'autre. Donc, les marges d'erreur, il faudrait toujours les préciser. Ensuite, il y a des facilités qui sont données, notamment aux journaux, d'acheter, de commander des sondages aux instituts de sondage avec des échantillons représentatifs. C'est scientifiquement fait, mais qui sont tout de même assez restreints. Et là, pour le coup, on pourrait peut-être exiger que plus on se rapproche de l'élection, plus l'échantillon représentatif devant être interrogé pour publier un sondage devrait être important. C'est-à-dire qu'on ne fasse plus des sondages à 1000, mais à 2000, 3000, 4000, 5000 personnes. Alors là, évidemment, ça coûterait beaucoup plus cher à ceux qui les commanderaient, mais ça n'empêche que là, les résultats seraient beaucoup plus fins. Et puis enfin, dernier élément, je m'inscris totalement en faux sur le fait que les instituts de sondage chercheraient à manipuler l'opinion. En revanche, lorsque l'on pose des questions aux personnes sondées, non pas pour qui allez-vous voter, mais quel est votre sujet de prédilection, quelle est, je dirais, votre préférence, comment formuleriez-vous telle ou telle question, la manière dont on leur pose la question, là, on peut effectivement induire une réponse. Je vous donne un exemple très simple à comprendre parce que le sujet va venir dans les mois qui viennent, c'est quasiment certain. Si on pose aux Français la question, est-ce que vous êtes favorable qu'une personne qui souffre longuement, qui a une maladie très grave, incurable et qui l'a fait énormément souffrir, est-ce que vous êtes favorable à ce qu'elle puisse mourir dans la dignité? Les Français vont répondre oui. Et on va en conclure, ils sont pour l'euthanasie. Alors qu'en revanche, si vous leur posez la question, si, on offre
de manière alternative les soins palliatifs, vous n'avez plus que la moitié des Français qui sont favorables à l'euthanasie. De la manière dont vous posez la question, vous pouvez induire une réponse. Donc voilà, je ne suis pas aussi radicaux que vous, si j'ose dire, qu'André ou Patrice, mais par exemple, une des mesures, effectivement, exiger que les échantillons représentatifs soient plus larges et que la publication des résultats soit toujours avec la publication des marges d'erreur. Ça, en revanche, ça me paraîtrait parfaitement justifié. Oui, et soyons clairs, je vous dis, moi, je ne suis pas radical sur le fait que les sondages se trompent ou même manipulent. Encore qu'on pourrait se poser des questions. Non, moi, ce qui me gêne, c'est pas le problème, parce que très souvent, les sondages ne se trompent pas. C'est vrai que très souvent, les résultats sont assez fidèles et ils peuvent dire, j'ai beaucoup d'amis sondeurs qui me disent, mais regarde, les résultats, on s'est pas trompé. C'est pas là. Moi, le problème qui me gêne, et c'est vrai, je l'ai dit en début d'émission, c'est quand du matin au soir, on vous donne une batterie de sondages qu'on écoute à la télévision, à la radio, comme je dis, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et c'est là où moi ce phénomène, c'est-à-dire que moi... Il y a un phénomène d'imitation, vous pensez, André ? Un phénomène, je dirais, de persuasion clandestine qui consiste non pas à dire je vais voter pour ça, mais moi ce qui me va, c'est le vote utile. Par exemple, je dis tel est là, donc moi celui-là ça me plaît pas du tout, qui je dois choisir, non pas qu'il me plaît, pour m'opposer à tel qui est en tête. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est ça qui me gêne. Mais cela dit, là ça montre... c'est moins grave que ce que j'imaginais que vous dénonciez. C'est-à-dire que s'il y a un phénomène d'imitation, ça c'est embêtant. C'est-à-dire en fait, on va voter, on ne prête qu'aux riches, quoi. Voilà. Ça effectivement c'est embêtant. Si en revanche, vous avez des électeurs qui font un calcul, qui se disent, voilà, je suis plus proche quand même de l'un que de l'autre, mais je vais faire un choix rationnel en fonction de l'offre politique. Pour le coup, moi, j'avoue que ça me choque peut-être un peu moins, un peu moins que moi, vous. encore une fois, la seule chose, mais peut-être je suis de ce point de vue utopiste et je l'assume tout à fait, ou peut-être naïf, mais si vous voulez, comment vous dire, moi je parie sur l'autonomie des gens. Et je voudrais que les gens, écoutez, ils écoutent leurs hommes politiques, leurs candidats du matin au soir et du soir au matin, et bien qu'ils se fassent eux-mêmes leurs opinions. C'est ça. C'est pas les sondages disent des faux, des fake news. C'est pas du tout le problème. Et c'est pas ça le problème. Mais c'est, voilà, en fonction de quoi on fait la démocratie. Et c'est pour ça que, et comme par hasard, qu'est-ce qui échappe complètement au sondage ? Le référendum. Bien sûr. Et le référendum, il a disparu de l'horizon, comme vous le savez. Non seulement le référendum organisé par l'exécutif, mais je crois qu'aucun homme politique, à part quelques exceptions, n'envisagent le référendum d'initiative citoyenne. Voilà. Or, dans la situation dans laquelle nous sommes, avec effectivement des perspectives de distorsion dans la représentation politique et de très graves crises économiques et sociales, parce que je crains que beaucoup de nos compatriotes ne se rendent pas compte de l'état des finances publiques et je dirais des difficultés auxquelles que nous allons être confrontés, la soupape de sécurité du régime, ce serait le référendum d'initiative citoyenne ou populaire, comme on disait auparavant. Or là, le fait de le balayer d'un revers de main, je crains que cela ne conduise les Français à aller, aussi bien ceux qui ont voté que ceux qui ont refusé d'aller voter parce qu'ils ont trouvé que l'offre politique était insuffisante, d'aller contester dans la rue. Oui. Et nous sommes tout de suite avec Olivier qui nous appelle de Dordogne. Bonjour Olivier. Oui, bonjour Olivier. Bonjour messieurs. Justement, je voudrais vous parler je suis devenu abstentionniste. Je croyais en la politique. J'ai voté depuis 20 ans. J'ai voté écolo, à gauche. J'ai voté le vote utile Chirac-Le Pen. J'ai tout fait ce qu'on m'a demandé. J'ai voté contre la Constitution européenne. Et là, j'ai entendu, c'était sur France Inter avec Jacques Attali et d'autres personnes, tout le monde était d'accord. Les Français ont mal voté, on leur a mal expliqué, ils sont idiots. Après, donc j'ai abandonné, mais François Asselineau, quand il a eu ses 500 voix, il m'a redonné goût. Donc j'étais plus inscrit, mais j'ai quand même collé des affiches et compagnie. J'ai vu comment François Asselineau, qui avait toujours le même discours depuis des années, a été traité dans les médias. Il a fini à 1%. Donc j'ai vu que même s'il y avait, je pensais, quelqu'un d'intègre, voilà comment il était traité. Parce que, comme vous disiez, il y a une concordance des idéologies. C'est l'Europe. Et donc, j'ai même fait des manifs contre le dîner du siècle.
Il y avait aucun journaliste. Et quelques jours après, pour comment ça s'appelle, au tribunal, quand Chirac était inculpé, tout le monde savait que Chirac n'allait pas venir au tribunal. Il y avait plein de camions satellites journalistiques. Pour alors tout le monde savait qu'il venait pas. Olivier, restez sur le. Oui. Est-ce que vous avez une question voilà. à poser? Non, juste. Non, c'est en juste. fait, c'est votre témoignage que vous donniez voilà, par rapport à ça. C'est juste mon témoignage, c'est qu'on essaye dans la rue, on discute avec des journalistes qui m'a sorti une très belle phrase. La liberté d'expression s'arrête en salle de rédaction. Vous voyez, carrément, on vous a dit ça. Ouais. On m'a dit ça, on m'a dit ça. Ouais. Donc, pour vous dire qu'on a tout essayé, et quand aux dernières élections, vous voyez la gauche qui a les élections présidentielles, qui n'arrive même pas à se mettre ensemble. Et donc ils siphonnent, ils sont pas au deuxième tour. Et enfin vous voyez, comme vous en parliez, chacun est dans sa petite famille, c'est des petites guerres. Ça s'appelle le tout à l'ego. Voilà, alors que les Français, eux, ils veulent juste la vérité, qu'ils fassent des choses pour que ça s'améliore. Et tout le monde est avec sa petite guéguerre hors du sol. Voilà. Merci pour ça Olivier. que je suis devenu abstentionniste. Avec Guillaume Bernard, là on arrive en fin d'émission. Juste un mot. Pour vous, effectivement, Sartre disait l'espoir est au bout du désespoir. Il faut rester quand même optimiste. Oui, nécessairement, parce que sinon, évidemment, on va devenir, on risque de basculer tout simplement dans de la violence symbolique ou de la violence physique. Réelle, ouais. Et donc, évidemment, il vaut quand même mieux, je dirais, dans notre société, que l'on soit susceptible, je dirais, d'avoir un vrai débat politique avec de véritables choix, sans que, eh bien, cela ne dégénère. Mais il est bien certain que depuis quelque temps, tout de même, on a basculé dans l'idée de gouvernance et non plus de gouvernement, c'est-à-dire que il y a un certain nombre de solutions qui s'imposent parce qu'elles sont techniquement faisables et parce qu'elles seraient rationnelles, tandis que d'autres seraient injustifiées et illégitimes. Et ça, je crois que ça ne favorise évidemment pas le débat. Et ça peut pousser un certain nombre de nos compatriotes à basculer dans ce que je propose d'appeler le régimicide. C'est-à-dire non pas qu'ils aient envie nécessairement de remplacer, je dirais, mais on renverse le régime, mais de renverser la table. Merci, merci Guillaume Bernard. Et je rappelle que vous êtes maître de conférence à l'ICES, et puis on a parlé d'amitié entre politiques, un petit peu avec cette union des droites, union des gauches. Et Brigitte Lahaie se demandera si l'amitié homme-femme est-elle seulement possible. Sud Radio.